C'est l'un des noms les plus puissants de l'industrie française. Et pourtant, personne n'en parle vraiment. Un avion de chasse capable d'échapper au radar, un logiciel utilisé par les plus grandes entreprises du monde. Un empire qui influence aéronautique, défense et tech sans jamais se dévoiler. Cette entreprise a discrètement posé les bases de certaines des plus grandes innovations du XXIe siècle qui s'étendent bien au-delà du ciel. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas des scandales politiques ni des affaires familiales. Non, nous allons explorer un monde méconnu du grand public. Vous pensez connaître Dassault ? Attendez de voir ce qui se cache vraiment derrière ce géant. Vous allez découvrir comment Dassault a infiltré des industries clés, comment, sans que vous le sachiez, cette entreprise est entrée dans tous les foyers. Bienvenue dans l'histoire de l'empire du ciel et de la tech, aussi discret que redoutable. Vous ne le savez pas, mais Dassault est partout autour de vous. Dans votre voiture, votre vélo, votre frigo, jusqu'à votre salle de bain. Ce géant invisible a infiltré tous les secteurs. Cette domination n'est pas le fruit du hasard, mais le couronnement d'une stratégie inédite initiée il y a plus d'un siècle par un homme. Marcel Dassault, ou plutôt Marcel Bloch, un visionnaire audacieux, inventeur invétéré, entrepreneur inépuisable. Né en 1892, il crée sa première société d'aviation en 1917 à seulement 26 ans. L'année précédente, il a inventé l'hélice Éclair qui équipe déjà de nombreux avions pendant la Première Guerre mondiale. Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé. L'aviation est réduite à un format de paix, les constructeurs sont invités à se reconvertir. Marcel se retire de l'aéronautique et se lance dans l'immobilier. Tout aurait pu s'arrêter là. Mais en 1928, une décision va tout changer. La création du ministère de l'Air. Marcel Bloch, toujours passionné par le vol et convaincu que la France doit prendre les commandes du ciel, se relance dans la construction aéronautique. Dans le même temps, en Europe, la situation politique se dégrade à une vitesse folle. En 1933, Hitler est nommé chancelier. Il réarme l'Allemagne et bâtit une armée de l'air redoutable. La France prend conscience du danger, l'État nationalise l'industrie de guerre et relance la production aéronautique militaire. Le 3 septembre 1939, la guerre éclate. Quelques mois plus tard, la France passe sous occupation allemande. Les nazis, conscients de l'importance de l'industrie aéronautique française, cherchent à exploiter ces ingénieurs talentueux. Et en tout premier lieu, Marcel Bloch. Mais l'ingénieur, alors âgé de 47 ans, refuse catégoriquement de travailler pour le Reich. En 1944, il est déporté au camp de Buchenwald, torturé, malade, affaibli, il frôle la mort. Mais même enfermé, il garde une idée en tête, reconstruire l'aviation française. Et à travers les murs du camp, il parvient à faire passer un courrier à l'association des anciens élèves de Supaéro, dont il est président. Dans ce document, il trace déjà sa vision de l'après-guerre. Mes chers camarades, si l'heure est difficile, ne désespérez pas de l'avenir. Après cette guerre, où les bateaux, le matériel roulant, les avions commerciaux auront été anéantis, l'aviation commerciale connaîtra un essor inouï, car elle remplacera la plupart des moyens de transport. Nul doute que le gouvernement de l'État français, dans une Europe reconstruite, saura conserver à notre pays la part de production aéronautique qui revient à notre technique et à notre position géographique dans le monde. Le 11 avril 1945, le camp est libéré. À son retour, il change de nom. Marcel Bloch deviendra Marcel Dassault, un hommage au nom de guerre de son frère dans la Résistance, Char Dassault. Son objectif ? Faire de la France une puissance aéronautique mondiale. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Et même bien plus. Dans les années 50 et 60, l'entreprise Dassault entre dans l'âge d'or. Ses avions Mirage deviennent une référence absolue dans l'aviation militaire et en pleine guerre froide, ils équipent plusieurs armées du monde. L'avion de combat est désormais un outil de politique étrangère. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que son plus grand chef-d'œuvre est sur le point de naître. Et il n'aura rien à voir avec l'aviation. Dans les années 70, Dassault Aviation rencontre un problème. Ces avions deviennent tellement sophistiqués que les plans à la main ne suffisent plus. Chaque modification est un cauchemar. Il faut une solution. Un ingénieur propose alors une idée folle, utiliser l'informatique pour concevoir les avions. À l'époque, aucune entreprise ne voyait le numérique comme un levier de transformation intégrale de l'industrie. Les outils informatiques étaient perçus comme de simples assistants aux processus existants. 15 ingénieurs Dassault se réunissent autour de Francis Bernard, un ingénieur visionnaire. Il se fixe un défi ambitieux, développer un logiciel de conception assisté par ordinateur pour faciliter l'élaboration des plans. Et pourquoi pas en 3D.
Baptisée Cathy, puis Katia, l'équipe pressent très vite le potentiel d'un tel outil. En 1980, curieux et à 88 ans toujours passionné d'aviation, Marcel Dassault demande une démonstration. La direction comprend alors l'ampleur de l'innovation. Et c'est là que Dassault va faire un choix décisif. Transformer cette petite division en une entreprise à part entière, exclusivement dédiée à l'exploitation de la conception et de la fabrication assistée par ordinateur. C'est la naissance d'un des premiers spin-offs industriels. Le spin-off de série, on connaissait. Et bien Dassault fait pareil, mais dans le monde de l'entreprise. Et ça, c'est totalement novateur. Mais il y a une autre raison qui a poussé Dassault à faire ce spin-off. À une époque où les entreprises fonctionnent encore en silo, Dassault ose l'impensable. Unifier toute la chaîne de valeur dans un environnement numérique intégré. Car Katia permet à des départements aussi variés que la conception, l'ingénierie et la production de collaborer sur une même plateforme virtuelle. Avant Katia, la conception d'un avion se faisait sur papier, avec un incessant va-et-vient de plans et d'erreurs corrigées trop tard. Désormais, tout est modélisé et simulé en temps réel, permettant ainsi à chaque département de visualiser et de tester instantanément les modifications. Mais Dassault va aller encore plus loin et accomplir un coup de génie qui va le mener jusque dans votre salon. Il va mettre en place un système qui ne sera compris et théorisé que 2 décennies plus tard sous le concept d'écosystème d'affaires. C'est en 1996 que l'économiste James Moore introduira l'idée d'un écosystème économique. Il compare les entreprises à des organismes vivants qui interagissent dans un environnement où certaines entreprises deviennent dominantes et d'autres jouent un rôle de soutien. Les écosystèmes d'affaires présentent un certain nombre de caractéristiques. Plusieurs acteurs interdépendants, issus de différents domaines d'activité, partageant une vision stratégique commune autour d'un leader qui parvient à imposer sa technologie. Et il fonctionne autour de plusieurs types d'acteurs. Les acteurs de niche, spécialisés dans un domaine précis, les dominateurs qui cherchent à contrôler l'ensemble du marché, les centres d'affaires ou hubs qui connectent les différents acteurs, et enfin les fermes pivots qui ne dominent pas mais qui rendent leur technologie indispensable à tout l'écosystème. À l'inverse des dominateurs, l'entreprise pivot n'a pas pour objectif de contrôler l'ensemble du réseau, mais cherche à se positionner sur quelques nœuds stratégiques. Et c'est précisément sur cette catégorie de firmes pivot que Dassault Systèmes a décidé de se positionner. Mais pour pouvoir travailler en écosystème, il lui faut trouver un dominateur et un centre d'affaires. Car Dassault Systèmes a conçu un produit exceptionnel avec le logiciel Katia, mais il n'a aucune idée de comment le vendre ni à qui. Et c'est là que Dassault, qui est alors l'un des plus grands clients d'IBM en France, va jouer une carte inédite. Ils réussissent à négocier un accord stratégique avec IBM. Le géant américain va vendre le logiciel de Dassault Systèmes sous licence et partager les revenus à 50-50. Un coup de maître. Dassault a trouvé le centre d'affaires de son écosystème. Et bientôt, le dominateur va se manifester. Boeing est l'un des premiers à comprendre le potentiel. En 1986, il adopte Katia pour concevoir le Boeing 777, premier avion entièrement modélisé en 3D, sans prototype physique initial. Mais ce que Dassault ne sait pas encore, c'est que son logiciel va intéresser bien plus que l'aviation. Boeing est devenu le dominateur de l'écosystème, et il entraîne avec lui toute une industrie vers l'adoption de Katia. Car ce choix valide la supériorité de la stratégie de Dassault. Chaque solution technologique est développée dans le cadre d'un écosystème d'affaires qui repose sur des partenariats avec des dominateurs d'industries manufacturières. Boeing, Toyota, BMW, Procter & Gamble. Et le plus souvent en collaboration avec IBM qui tient toujours son rôle de centre d'affaires. Ce modèle unique fait de Dassault l'un des pionniers mondiaux de la transformation numérique industrielle. Un monde où chaque pièce d'un avion, chaque vis d'une voiture, chaque emballage de votre shampoing a été préalablement conçu, testé et validé par un logiciel Dassault Systèmes. Aujourd'hui, Dassault Systèmes vaut plus de 50 milliards d'euros, alors que Dassault Aviation est valorisé en dessous des 15 milliards. Et la suite ? D'après la théorie de James Moore, les écosystèmes d'affaires se développent en 3 phases clés. L'expansion, au cours de laquelle l'innovation touche de plus en plus de personnes et de marchés, puis la maturité, phase durant laquelle une vision commune se crée pour assurer la pérennité de l'écosystème. Et enfin, l'autorégénération, quand une nouvelle innovation émerge, offrant une nouvelle direction
tout en s'appuyant sur les bases de l'écosystème existant. Quelle sera la prochaine révolution Dassault ? Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, likez, abonnez-vous et surtout partagez en commentaire quelles entreprises voulez-vous découvrir prochainement.